Salut Moussaillon, on se trouve aujourd'hui pour faire le résumé des 3 premiers jours de la route du Rhum. On va le faire aussi bien pour le réel que pour la course en Virtual Regatta. Il y a l'organisation de la route du Rhum qui a mis à disposition sur leur site la cartographie, c'est vraiment top, c'est très joli. Je vais donc commencer par faire un rapide débrief du départ. Il s'est passé beaucoup de choses, évidemment, il y avait 138 bateaux, c'était sûr. Ensuite je vous ai préparé un condensé d'1 minute des vacations des skippers. Et après on ira voir sur chaque classe ce qu'il s'est passé grâce à la cartographie. Et pour terminer, on ira voir sur Virtual Regatta ce qu'il s'est passé. Évidemment, et comme d'habitude, il y a eu beaucoup de différences entre les e-skippers et les skippers réels, mais j'ai peut-être trouvé une petite exception à ça. Et avant de commencer, j'aimerais remercier le sponsor de cette vidéo, Accastillage Diffusion. Ils sont aussi partenaires techniques des bateaux qui assurent la sécurité pendant le départ de la route du Rhum. Et pour ceux qui ne connaissent pas, Accastillage Diffusion, c'est un spécialiste de l'équipement bateau avec plus de 20 000 références réparties en 13 gammes de produits. Encordage, électronique, pièces moteurs, sécurité et plein d'autres. Vous pouvez retrouver tous leurs articles dans leur catalogue de 400 pages qu'ils diffusent chaque année, ou alors sur leur site où vous avez actuellement une réduction de 30% sur une sélection hivernage. Accastillage Diffusion, c'est aussi le premier réseau de magasins en Europe, soit 140 magasins partout dans le monde. Donc encore un grand merci à eux pour leur soutien, n'hésitez pas à aller les voir en magasin. Et passons tout de suite à la vidéo. Alors le départ, comme vous le savez, il a été reporté de 3 jours parce qu'il fallait laisser passer une tempête et finalement il a bien eu lieu le 9 novembre à 14h15. Et pour cette édition, c'était un petit peu compliqué de prendre le départ parce qu'il y avait 138 bateaux sur l'eau, donc forcément il s'est passé pas mal de choses et on va voir ça tout de suite. Alors déjà on va commencer par les pénalités, il y a eu 17 pénalités. Alors les pénalités de départ, qu'est-ce que c'est? Alors les pénalités de départ, ça arrive généralement quand vous passez la ligne avant le départ. C'est là ce qui est assez logique. Et donc comment purger ces pénalités? En fait on va pas vous rajouter du temps à l'arrivée, on va vous demander grosso modo de passer par le même point mais à 4 heures d'intervalle. Donc en fait vous allez faire un peu du surplace à 4 heures d'intervalle. Enfin vous faites ce que vous voulez mais respectez ces 4 heures là. Pendant ce départ il y a eu aussi un grand blessé, c'est Sam Goodchild qui navigue en Ocean 50. En fait en se préparant pour le départ il s'est pris la baume de son navire. Grosso modo la baume en fait c'est ce qui tient la grand voile vers le bas. Et voilà, et donc il se l'est prise et donc il a été blessé au visage et au bras. Donc immédiatement il a été pris en charge par la SNSM et il a été évacué à l'hôpital de Saint-Malo. Mais rassurez-vous, aujourd'hui il va mieux. En classe 40 on a eu Sacha Denard qui sentait vraiment pas bien, il était malade au moment du départ. Donc il a préféré reporter son départ, voire même l'annuler, plutôt que de prendre la mer dans ces conditions-là. Évidemment, qui dit course au large dit beaucoup de casse matérielle, et ce départ n'a pas dérogé à la règle. Alors par exemple, on a eu Oren Ataf qui navigue en Rhum Multi. En fait, juste avant le départ, il allait larguer ses coéquipiers, et il a décidé de faire un empannage. Alors un empannage, qu'est-ce que c'est? C'est quand on passe dos au vent, et donc on change ses voiles de côté. Et au moment de changer les voiles de côté, et bien en fait sa grand voile, sa voile à l'arrière, s'est déchirée en deux. Donc évidemment, il pouvait pas prendre le départ. Il a essayé de réparer ça, mais malheureusement c'était trop compliqué. Et donc finalement il a abandonné pour cette route du Rhum. Évidemment, comme il le dit, vaut mieux que ça arrive maintenant plutôt qu'au milieu de l'Atlantique, c'est quand même plus pratique. Ensuite on a eu Jean-Sébastien Biard. En fait il était juste derrière un bateau, il a pas vu que le bateau à l'avant ralentissait, donc en fait il lui est rentré dedans par derrière. Alors le bateau de devant n'a rien eu, mais Jean-Sébastien Biard a été obligé de rentrer au port pour réparer son étrave et repartir quelques temps après. Un peu après le départ on a eu Kojiro Shiraishi et Olivier Hir aussi qui sont rentrés en collision. Alors Kojiro Shiraishi a dû rentrer pour réparer son bateau, lui pourra carrément pas repartir. Olivier Hir lui a dit qu'il aura 3-4 jours de réparation puis ensuite il pourra repartir. Enfin évidemment c'est ce qu'on lui souhaite. Voilà, c'est tout pour le départ, il s'est passé plein de choses d'autres mais j'ai essayé de rester synthétique. Et maintenant le condensé du minute des skippers. Ça y est, on est parti. Et voilà, c'est parti la route du Rhum. On a retrouvé un petit peu de vent. Bonjour tout le monde. Voilà, premier matin sur cette route du Rhum. Pas mal de courants, pas mal de virements. La sortie de manche a été vraiment dure. Si je vous dis que je suis contrarié, je mâche mes mots. Une nuit bien courte parce qu'on n'a pas dormi, j'ai pas dormi quasi. Was really intense. 今天晚上的航行特别的艰难，海上的风特别大，一直大逆风。 Je suis du prêt. Et j'ai l'impression que ça va être le programme pendant pas mal de temps encore. C'est compliqué cette mise en jambe. Voilà, donc là j'ai une étrave, je vous montrerai, qui a une forme spéciale. Beaucoup de cailloux, fallait être vigilant, il y a eu des accidents d'ailleurs dans la nuit. Je suis un peu attristé sur ce qui se passe sur ce qui s'est passé pour Sam. On est reparti, pas forcément facile à encaisser cette pénalité, mais c'est comme ça. Ça bouille un peu. Allez, à plus. Voilà, donc on se retrouve sur la cartographie disponible sur le site de la route du Rhum. À gauche, on peut voir le classement. Alors évidemment, je vous rappelle que dans une course au large, le classement parfois n'a pas vraiment d'intérêt. C'est pas forcément votre position géographique qui indique vraiment si vous êtes le plus proche de l'arrivée. En fait, ce qu'il faut vraiment prendre en compte, c'est votre position par rapport à tous les systèmes météo. Voilà, si dans les prochains jours, vous allez avoir plein de vent, mais que vous êtes un petit peu plus éloigné, alors que s'il y a quelqu'un qui est un peu plus proche, mais qui a pas de vent, il va mettre bien plus de temps que vous
à arriver. Voilà, donc maintenant qu'on est au clair là-dessus, je vous propose de prendre le départ en ultime et après on ira voir les autres classes. Donc, on va avancer un petit peu. Ok, c'est bon. Donc là, en fait, il y a une sorte de rectangle qui a été formé par les trajectoires des skippers. En fait, c'est parce qu'il y a un parc éolien à cet endroit-là, donc évidemment, les bateaux ne peuvent pas passer. Voilà, donc pour sortir de la Manche, les bateaux avaient deux options. Alors, soit être proche de la côte, avoir moins de courant, mais un peu moins de vent, soit aller prendre le large dans la Manche et avoir un petit peu plus de vent et donc aller un peu plus vite, mais avoir plus de courant et plus de risque de se prendre un cargo. Alors évidemment, quand vous prenez un cargo, vous avancez moins vite. Donc on va continuer à avancer un petit peu. Alors en tête, on voit bien Charles Caudrelier et Armel Lecléache qui commencent à mener la flotte des ultimes. Alors à ce moment-là, ils avaient plutôt deux options. Alors soit prendre la route du sud, plus calme. Alors voilà, il y a un petit peu moins de vent, mais au moins on économise le matériel et un petit peu les skippers aussi. On pouvait aussi aller décider d'aller vers l'ouest, mais évidemment, ça fait beaucoup trop fort le vent. Enfin regardez là, il y a 35 nœuds, il y avait peut-être plus. Hein. Donc aller à l'ouest, ça veut dire aller plus vite, mais rencontrer nous le plus fort, donc avoir de la casse matérielle. Et en fait là, on est vraiment sur des bateaux qui peuvent se retourner, donc il y a vraiment un risque à y aller. Alors ensuite, les skippers ont jaugé qu'il y avait assez de vent par le sud, et donc ils ont décidé de prendre cette route là. Donc maintenant, on peut avancer un petit peu. Et là déjà, on peut remarquer quelque chose. Voilà, donc déjà, Romain Pilliard, qui est maintenant au port de Roscoff. Alors qu'est-ce qui s'est passé? En fait, Romain Pilliard cherchait une bouée, mais celle-ci n'était pas éclairée, donc en fait, il se l'est prise. Il a dû aller au port de Roscoff pour tout réparer, et son équipe a réussi à réparer ça en 36 heures, et il a pu repartir. Alors évidemment, il était déjà à l'arrière de la flotte, et donc maintenant, ça va être encore plus difficile de la rattraper. Ce sera même impossible. Enfin, en tout cas, pas la première place, évidemment. On va continuer à avancer un petit peu. Et voilà, donc à ce stade de la course, on voit un petit peu 4 têtes qui ressortent, qui suivent un petit peu les pronostics. Donc Charles Caudrelier, sur son Maxi Edmond de Rothschild, qui est en tête, suivi de Armel Lecléache, puis François Gabard, puis enfin Thomas Coville. Et donc on se voit déjà bien arriver en Guadeloupe comme ceci, ça serait assez logique. Mais évidemment la voile c'est un peu plus compliqué que ça. Et donc il va nous suffire d'avancer un petit peu. Et là d'un coup on voit Armel Lecléache qui fait demi-tour. Alors pourquoi est-ce qu'il fait demi-tour? En fait il naviguait, il a pas entendu de boom, il a entendu un crack. Et en fait c'était la dérive de son bateau qui s'est cassée. Alors la dérive de bateau, qu'est-ce que c'est? Généralement sur un bateau c'est une planche en fait qui est dans l'eau. Ça empêche votre bateau en fait de déraper, de glisser sur l'eau, ça vous empêche de dériver. Et donc évidemment niveau performance et sécurité c'est indispensable. Et en plus en se cassant en plusieurs morceaux, la dérive est venue cogner la coque et donc voilà l'abîmer à plusieurs endroits. Donc il fallait vraiment que Armel Lecléache rentre au port. Voilà, donc si on avance un petit peu, on voit que Armel Lecléache est rentré à Lorient pour réparer son bateau. Mais pas d'inquiétude, il va repartir. Évidemment, il est extrêmement déçu parce qu'il visait la victoire tout simplement. Mais voilà, il va repartir pour son sponsor, il va repartir pour ses supporters, il va repartir aussi pour son équipe et bien tester son bateau. Et on espère évidemment que malgré la déception, il profitera bien de la course. Alors maintenant, on va continuer à avancer un petit peu pour voir ce qui se passe. Alors vous voyez qu'en fait, les skippers doivent négocier en fait l'arrivée de ce front tout simplement. Alors j'ai dit tout simplement, mais vous voyez là, on a du vent à 43 nœuds. Vous n'avez pas du tout envie d'être là, sauf si vous êtes sur Virtual Regatta évidemment. Et encore. Et là, on voit ici qu'après le passage du front, en fait, il y a une zone qui est vraiment très déventée derrière. Donc en fait, voilà, les skippers vont vraiment devoir un petit peu négocier cette zone-là. Voilà, donc on peut voir que Thomas Coville, qui était un peu plus en retrait, a décidé de repiquer à l'ouest un peu plus tôt que les deux autres, parce qu'en effet, voilà, les deux autres vont bel et bien décider de le suivre dans cette voie-là. Et en tout cas, on peut voir au classement final, en fait, que c'est François Gabard qui a pris le lead dans cette route du Rhum. Alors peut-être que ça peut être expliqué parce que Charles Caudrelier, en fait, a subi une intoxication alimentaire, donc en fait, il était plus fatigué, et donc ça a sûrement réduit ses performances. Et donc maintenant, il va mieux. Donc est-ce qu'il va pouvoir réussir à reprendre la première place à François Gabard? On verra par la suite. Donc maintenant je vous propose de passer sur les Ocean 50. Voilà, donc maintenant je ne vais pas vous refaire toutes les explications, on va avancer directement un petit peu. Alors les Ocean 50 ils sont aussi 8 comme en ultime, donc on voit que les Ocean 50 sont un peu plus lents que les ultimes, mais voilà, qui ont pris à peu près les mêmes décisions stratégiques. Et moi ce que j'aime beaucoup dans cette classe, en plus je trouve qu'on communique pas beaucoup autour de cette classe là, elle est un peu moins médiatisée, enfin c'est l'impression que ça me donne, pas si vous avez la même impression. Mais ce que je trouve très sympa, c'est qu'en fait ce sont des bateaux qui sont vraiment très performants, et en plus ils sont tous aussi performants quasiment. Vous voyez, ils sont tous assemblés, alors évidemment il y a Gilles Lamiré qui est légèrement en retrait, mais tous les autres ils sont juste à côté. Vous allez voir, on va continuer, et ça va être la même chose. Voilà, donc j'ai avancé jusqu'au passage du front. Un front, vous verrez ça dans les cartes de vent, c'est un moment où le vent en fait il change brutalement de direction, et donc jusqu'au passage du front, ils sont tous regroupés dans une petite flotte, c'est super sympa. Donc évidemment il y a un autre front qui arrive, va falloir le négocier celui-là, avec une grosse dépression qui nous impressionne un petit peu beaucoup. Alors on verra sur Virtual Regatta qu'on est tous dedans. Et donc on va continuer à avancer un petit peu. Et voilà, donc on voit maintenant qu'il y a quand même des différences stratégiques. Ici c'était pas mal suivi jusque là, mais voilà, quand on voit Sébastien Roch qui décale plutôt vers le sud, et en revanche Thibaut Vauchel-Camus qui va plutôt aller à l'ouest. Voilà, deux petits groupes qui vont se former, on va voir ce que ça donne. Évidemment en fait en Ocean 50 ils aiment pas trop aller dans du trop gros vent parce que ce sont des bateaux qui peuvent se retourner. Donc évidemment ça fait peur et ça fait la fin de la course et peut-être même la perte du bateau. Voilà, donc je dirais pour l'instant pas vraiment trop de leader. On verra ce qu'il en est dans quelques jours. Alors maintenant je propose de passer en IMOCA et on va
avancer tout de suite un petit peu. Alors on peut bien voir que les IMOCA en fait ont décidé de longer la côte et tout de suite on voit qu'il y a des favoris voilà, qui ressortent un petit peu du lot. On voit tout de suite Charlie Dalin qui prend l'avance sur ses concurrents, suivi de Kevin Escoffier, de Thomas Rueillan, Louis Burton, de Charal, de Jérémy Bayou. C'est un classement assez logique. Et vous voyez cette zone rouge là, bah c'est un DST, on ne peut pas y aller. Il faut aller passer soit par le nord, soit par le sud. En fait il y a un gros trafic par ici, un gros trafic de cargo. Donc on va continuer à avancer un petit peu. Et voilà, donc en fait je vous parlais d'une petite exception en début de vidéo. Et ben en fait je vous parlais de Louis Duc. Alors moi j'aime bien ce genre de skipper qui font des choix très différents des autres. Lui il a un petit peu fait un choix à la Virtual Regatta. Il a décidé d'aller vers l'ouest en mode allez vas-y, il y a plein de vent, je vais mettre un peu en mode survie de temps en temps, mais au moins j'aurai du vent, je vais avancer, j'aurai d'options différentes et peut-être que je pourrais tirer mon épingle du jeu. Et voilà, donc je vous parlais du classement en début de vidéo. Donc on peut voir que Louis Duc a pris la tête du classement justement parce qu'en fait si on fait une projection sur la route directe, bah il est plus proche. Mais en réalité c'est Charlie Dalin qui est mieux passé actuellement, enfin on le verra par la suite. Donc on va avancer un petit peu pour voir ça. Alors si on s'arrête ici, on peut voir que Arnaud Boissière et Guirec Soudé ont décidé d'aller rejoindre un petit peu Louis Duc pour pas le laisser tout seul. Et on peut continuer à avancer. Et voilà, donc on peut voir que Charlie Dalin pour l'instant a réussi à creuser l'écart. Donc évidemment il assume totalement son statut de favori. Et derrière on peut aussi voir que Damien Seguin, bah en fait il a fait demi-tour. Mais en fait Damien il lui arrive quelque chose que tous les skippers redoutent, et bah il s'est pris un cargo. Alors évidemment il a eu la chance, le skipper n'a rien, Damien va très bien, il a même pas demandé assistance. Mais en tout cas son bateau a dématé. Voilà, donc il a plus de mât, donc plus de voile, donc évidemment il ne peut plus continuer la course. Donc il a décidé de faire demi-tour, assez logiquement. Voilà, du coup Damien est en sécurité, il va rentrer au port et réparer tout ça. Donc je vous propose de continuer à avancer un petit peu. Et donc là je vous avais déjà parlé de cette zone sans vent après le passage du front, et on peut voir que en fait il y a Charlie Dalin qui est toujours un petit peu en avance évidemment, mais ça a fait une sorte de nouvelle ligne de départ pour tout le monde s'est aligné sur cette zone sans vent, tout le monde s'est arrêté, s'est écrasé dedans. Alors il y a Louis Duc qui lui il a déjà passé, mais voilà, donc il va devoir affronter le front plutôt que les autres. Continuons à avancer. Et voilà, donc on voit que Louis Duc là vraiment il se met en mode survie. Voilà, là il y a aussi Arnaud Boissière, donc qui se retrouve un petit peu dans la même situation que Louis Duc, c'est une sorte d'entre-deux. Et on a Charlie Dalin qui lui aussi commence à affronter le front, mais ça sera sûrement un petit peu moins chaud que les deux autres skippers. Évidemment dans ces résumés moi je vous parle des grands événements, mais en fait il faut vraiment penser que dans la course en fait il se passe plein de choses et que tous ces bateaux ont plein de petits problèmes différents. Et voilà, je vous rappelle que parfois la route du Rhum se joue à quelques minutes. Mais bon, on verra la suite de la course en IMOCA plus tard, et je vous propose de passer aux classes 40 et on va passer directement au début. Alors en classe 40 évidemment tout le monde est resté proche de la côte, on voulait vraiment pas avoir un trop gros vent au large et avoir tout le courant. Alors en classe 40 évidemment beaucoup de bateaux ça veut dire beaucoup d'actions. Donc on peut parler par exemple de Geoffrey Matesinski qui était parti avec un seul pilote automatique, son principal était déjà en panne, donc il est parti qu'avec son second pilote automatique qui est rapidement tombé en rade, donc il a décidé de revenir au port pour essayer de réparer ça, mais en faisant des essais en repartant un petit peu après, il a vu qu'il y avait trop de dysfonctionnement, donc il a préféré abandonner sa route du Rhum. C'est un peu dommage, mais vraiment sans pilote automatique c'est compliqué. Alors déjà que c'est difficile de dormir avec, alors sans pilote automatique ça devient un petit peu sport. On peut voir aussi que Johan Richomme est actuellement 51ème derrière toute la flotte, parce qu'en fait il a aussi écopé d'une pénalité au départ, donc il avait perdu 4 heures. Alors même s'il avait 48 heures en fait pour écoper sa pénalité, il a décidé de le prendre dès maintenant, parce qu'en fait au début il n'y avait pas trop de vent, les bateaux avançaient pas trop vite. Du coup il s'est dit vas-y je prends ma pénalité maintenant, mais comme ça ils me mettent pas beaucoup de milles devant moi et je vais pouvoir les rattraper plus tard. Et la suite va vous étonner. Donc je vous propose d'avancer un petit peu. Là on voit des bateaux qui sont pas dans le bon sens. On peut par exemple voir Antoine Magret. Alors lui il s'est échoué sur l'île de Batz après avoir heurté des rochers, et maintenant il a apporté son bateau à Roscoff pour le réparer, donc c'est une fin de course pour lui malheureusement. On peut par exemple aussi parler du plus jeune de la flotte, donc Martin Louchard. Donc voilà, il a 20 ans, il a heurté des rochers, donc en fait il va faire un retour à Saint-Malo pour voir s'il peut pas réparer, et malheureusement il ne pourra pas réparer. En fait il y a une voie d'eau, et en plus en fait quand vous tapez sur un rocher en bateau, en fait vous abîmez pas que la coque, vous abîmez aussi tout votre gréement en fait. Il y a le mât aussi qui subit un arrêt brutal, donc voilà, des gros tremblements, voilà, c'est pas fait pour ça en fait. Voilà, donc son mât était trop fragilisé, fallait revoir un petit peu la structure de son bateau, et donc bah le temps de faire tout ça, bah la route du Rhum sera déjà bien avancée, voire terminée. Voilà, je vous propose d'avancer un petit peu. Alors ici en tête on a Corentin Douguet. Alors lui, Corentin Douguet, en fait il va rencontrer un petit problème de moteur. Alors évidemment vous n'avez pas le droit d'utiliser le moteur pour avancer, mais vous pouvez utiliser le moteur pour recharger vos appareils électroniques. Donc évidemment il y a des panneaux solaires, mais c'est quand même moins efficace. Et donc bah, on a vu sur l'évacuation que voilà, qu'il n'était pas très content, bah, surtout que maintenant il est en tête. Et maintenant continuons à avancer un petit peu. Et voilà, donc là on est à la date d'aujourd'hui. Ils vont bientôt affronter le deuxième front qui arrive avec la grosse dépression qui
est là. Et ça c'est une grosse dépression. Et donc encore beaucoup de bateaux qui sont en tête, hein. Il y en a vraiment encore beaucoup qui peuvent gagner. Mais moi je propose de faire un petit zoom sur Johan Richomme, voilà, qui on a vu en début de vidéo qui était derrière la flotte. Et là il est 5ème. Il est parti comme étant l'un des favoris pour emporter la course. Et ben on voit qu'il va vraiment falloir compter sur lui parce qu'il a rattrapé tout le monde. Je voulais aussi faire un petit zoom sur Hervé Thomas. En fait je suis très fan de sa trajectoire. Très fan parce qu'en fait il a choisi la route la plus courte et j'ai l'impression qu'il a envie de la suivre comme si c'était fixé un défi. Alors je sais pas si c'est fait exprès, si c'est un concours de circonstances, mais je propose que dans quelques jours, on aille revoir ce petit Hervé Thomas, et on va voir s'il continue à faire ça jusqu'en Guadeloupe. Donc pour les ROM multi, alors je propose d'avancer un tout petit peu au départ, et tout de suite on voit qu'au départ, ils sont nombreux à devoir écoper d'une pénalité, donc il reste 4 heures derrière la ligne de départ, et après ils vont pourchasser le peloton de tête. Alors voilà, je vais pas me répéter, donc je propose d'arriver directement à la situation actuelle. Et voilà, donc un petit peu à l'image de Johan Richomme, il y a Roland Jourdain qui a réussi à faire une petite remontada et donc il est repassé à la 3ème place malgré sa pénalité. Et voilà, en ROM multi, le premier pour l'instant c'est Gilles Boinkehout, je ne sais pas comment prononcer ce nom, mais voilà, il est premier depuis un petit temps, et donc on va voir s'il va réussir à conserver sa première place. Maintenant on va passer en ROM mono. Alors en ROM mono évidemment on voit toujours notre petit Jean-Sébastien Biard hein, qui est resté au départ mais qui va repartir, vous inquiétez pas. En ROM mono on a aussi un autre joueur de Virtual Regatta, là on a Wilfried Clerton, alors lui qui a vraiment affronté les éléments, voilà, là il est dans du vent 35 nœuds. Hein. Mais en tout cas en ROM mono, la course est menée par Jean-Pierre Dick, suivi par Catherine Chabot, mais comme je vous avais dit, j'aimerais bien que les petites options au nord payent. J'ai trouvé ça très beau jeu. Et voilà, donc pour la suite, que vont essayer les skippers? Ils vont déjà essayer de négocier cette dépression, voilà, qui leur arrive dessus avec ce front-là. Et maintenant, il y a aussi cet anticyclone qui est apparu ici. Donc en fait, ils vont essayer de descendre au sud pour aller essayer de rejoindre les Alizés et rejoindre Pointe-à-Pitre le plus rapidement possible. Et donc on fera le point là-dessus dans quelques jours. Et voilà, Moussaillon, je vous propose maintenant de passer sur Virtual Regatta et on va voir ce qu'ont décidé les e-skippers. Et voilà, donc on se trouve sur Virtual Regatta, là, dans classe Ocean 50. Alors dans le sud, on peut voir les skippers réels. Et là, au nord, tous les e-skippers qui sont allés chercher en fait le vent de la dépression. Voilà, donc nous, on s'en fiche de la classe matérielle, on s'en fiche de la fatigue du skipper. Enfin, pas tant que ça. On s'en fiche plus du tout maintenant. Mais en tout cas, on a choisi d'aller affronter cette dépression. Évidemment, nous aussi, on n'a pas la houle, on n'a pas toute cette mer hein, qui peut casser notre bateau. Alors, évidemment, il y avait plein d'options possibles. Évidemment, là, le choix le plus retenu, ça a été de passer directement à l'ouest et d'aller chercher cette dépression-là. On peut voir notamment la trajectoire du petit Papa Chéri, qui est un très bon joueur, qui a décidé d'aller à l'ouest, voilà, qui a géré les différents fronts et maintenant qui a négocié cette dépression ensuite pour aller repiquer vers le sud-ouest. Et voilà, donc dans ce cas-là, on a plein de très bons joueurs, hein, Fraise Volante, Gurkus, Luxair France. Donc assez logiquement, le gagnant serait dans ce cas-là. Mais évidemment, les autres e-skippers n'ont pas dit leur dernier mot. Et actuellement, le premier de la flotte, eh bien, c'est bien Vingilo. Moi, niveau stratégie, en fait, c'est assez simple. Je suis aussi parti à l'ouest, hein, évidemment, je suis allé chercher le vent. Sauf qu'en fait, vu que je suis en PDD, donc j'ai pas d'option, j'ai pas le full pack, j'ai décidé de faire un parcours un peu différent quand même du gros de la flotte, hein, qui sont pratiquement tous en full pack, j'imagine. J'essaie de faire une technique un petit peu à l'agent Le Cam où j'essaie de faire une route plus courte et j'espère que la météo jouera en ma faveur. Par contre, vous voyez maintenant ce qui va être délicat, ça va être de négocier voilà, l'évolution de cet anticyclone. Et en fait, honnêtement, quand je regardais un petit peu l'évolution du vent, moi ce que je voulais c'était passer un petit peu à l'est du centre de l'anticyclone. Je me disais que c'était plus fiable, mais voilà, le logiciel de routage que j'utilise me dit pas exactement ça, donc je sais pas exactement comment je vais arbitrer, je vais voir comment ça évolue. Et voilà, donc maintenant je suis sur eSail for VR, donc en fait c'est un logiciel de routage qui est tout nouveau. Je l'ai pas encore essayé, donc je l'essaye sur cette route du Rhum. Et bon, en tout cas, je vous propose de regarder ce qu'il me propose. Alors, vous voyez, moi, je vous parlais d'une route qui allait beaucoup plus au sud, hein, qui passait beaucoup plus par ici. Et lui, il me propose plutôt de suivre en fait l'orthodromie, hein, c'est-à-dire le tracé blanc, en restant un petit peu plus au nord. Donc, écoutez, ce que je vais faire, c'est de rester dans cette configuration-là. Je vais continuer à suivre un petit peu l'évolution et on va voir ce qui va se passer. Vous voyez, là, j'ai avancé un petit peu dans le temps. Et ce genre de zone, quand vous avez que 2 points de programmation, vous avez très peur de rentrer là-dedans. Parce que si le vent échange régulièrement, bah, soit vous vous connectez toutes les heures, voire moins, soit à un moment vous retrouvez votre bateau face au vent qui avance à 2 nœuds en fait. Hein. Enfin bon, on va voir comment ça évolue et passons à la prochaine classe. Et voilà, donc on se retrouve maintenant sur les ultimes. Bon, évidemment, c'est un petit peu la même situation que sur les Ocean 50, on est juste un peu plus avancé évidemment. Enfin, vous voyez par exemple là, j'ai la trajectoire de Nils cherche un stage, mais voilà, on se retrouve encore avec un peloton avec beaucoup de monde, un Baptiste Rep, Ferrar passé. On a quoi? On a du Mousseline, du Paco Pif, du Tigrou, que du beau monde. Mais voilà, évidemment, il y a eu des personnes qui ont essayé de faire des routes plus au sud, hein. Par exemple, voilà, il y a mon père qui est dans cette zone là.
Alors moi de mon côté évidemment, toujours un stratégie genre le cam hein, évidemment. Là j'ai pas envie de repiquer plus à l'ouest, hein, j'ai envie vraiment de me séparer de cette flotte là parce que je sais que je peux pas les battre à leur propre jeu, hein, évidemment, j'ai toujours pas de point de programmation. Mon bateau il va moins vite, donc j'essaie de faire une route plus au sud et on va voir ce qu'il en est. Mais en tout cas, contrairement aux Ocean 50, le premier de la flotte n'est pas quelqu'un qui a choisi une option sud. En fait, s'il est bien présent dans la flotte des favoris, si j'ose dire. Voilà, donc en fait on a Drus qui est premier actuellement, mais évidemment ça va être très compliqué de garder la tête, hein. Il est talonné par beaucoup de très bons joueurs. Voilà, donc j'ai lancé un routage, ça suit encore pas mal l'orthodromie finalement, mais là on voit qu'on passe plus au sud, contrairement à Ocean 50, en fait on est plus en avance, on est plus avancé, donc on va rencontrer des systèmes météo différents, mais voilà, encore une fois je trouve que c'est assez difficile d'anticiper comment va évoluer la météo, donc je continue à avancer et je vais voir comment ça se goupille. D'ailleurs en ultime j'ai jamais réussi à récupérer la fatigue de mon skipper, je crois que je perds énormément de temps sur les manœuvres, il me semble qu'en fait c'est mon changement de vol automatique hein, qui m'a pas mal flingué. Le changement de vol automatique c'est forcément une option un peu risquée, mais je regrette pas le choix. Et voilà, donc maintenant on arrive sur les IMOCA. Alors sur les IMOCA, ce que j'aime bien c'est qu'en fait l'option nord paraît un petit peu moins gagnante quand même. Dans les deux autres classes qu'on vient de voir, on a l'impression que la course est déjà un peu pliée, on sait quelle option est la bonne. Alors, si on regarde l'évolution du vent, voilà, j'ai quand même l'impression que la flotte au nord va réussir à toucher un peu plus de vent que la flotte qui sera un petit peu plus à l'est, un peu plus au sud, et donc peut-être qu'ils vont réussir un petit peu à se refaire de leur retard, mais ça sera pas forcément évident parce que l'option au sud là ils ont quand même du bon vent pour encore au moins 24 heures voire plus, mais voilà, quand on regarde un petit peu plus sur le long terme, il y a un monde quand même où en fait l'option nord réussit à grappiller un peu plus de vent, réussit un petit peu à remonter. En tout cas aujourd'hui le premier de la flotte en fait c'est pas quelqu'un qui a choisi une option le plus au sud, hein. C'est quelqu'un qui est entre la flotte des favoris et les options beaucoup plus au sud, et voilà, donc en fait en regardant ce routage j'ai l'impression que ce qu'il me suggère c'est d'aller faire route vers l'orthodromie et voilà, de gérer en fait les fronts là, quand ils arrivent, et donc d'adapter un petit peu ma trajectoire quand il y aura ces changements de vent. Alors je vous avoue que même si en fait cette trajectoire ne m'étonne pas et ça m'étonnerait pas que à la fin ça ressemble à quelque chose comme ça, je me fie quand même un petit peu sur l'évolution de la météo. J'ai l'impression que vraiment on peut complètement se rater à certains passages. Vous voyez par exemple ici il y a une grande zone sans vent et je pense qu'il y a moyen un petit peu de perdre beaucoup de place là-dessus, ou alors d'en gagner beaucoup justement. Et je vous propose qu'on aille voir ça plus précisément sur Virtual Regatta du côté des classes 40. Et voilà, donc on est en classe 40. Évidemment, le topo c'est toujours le même. Voilà, il y a un petit peu la flotte des favoris qui a choisi d'aller vers la dépression. Ce qui change, c'est qu'on prend la dépression un peu plus tard. Donc évidemment, ça va changer un petit peu la stratégie pour la suite. Il y a toujours voilà les options sud et encore plus au sud, les vrais skippers. Bon, c'est un petit peu toujours le scénario. En tout cas, le premier de la course pour l'instant, c'est quelqu'un qui a choisi voilà une sorte d'option entre la route au nord et la route au sud. Donc c'est aussi naval, bien joué à lui. Et donc, si on regarde la suite, en fait, je vous parlais un petit peu de zone sans vent. Mais là vraiment on parle de quelque chose qui est vraiment après. Mais voilà, moi je vous parle vraiment de cette zone là, il n'y a pas beaucoup de vent, vous voyez, il y a un cyclone qui s'est un petit peu écrasé. Et voilà, donc on est sur une zone, il n'y a vraiment pas beaucoup de vent, là on voit du 2 nœuds, les 9 nœuds à cet endroit là, mais juste à côté il y a 2 nœuds, donc compliqué à négocier. Alors j'ai vraiment l'impression qu'en classe 40 on va se le manger en pleine poire, peut-être que sur cette classe ça va passer, et encore je suis pas sûr. J'ai vraiment l'impression qu'on va être confronté à une sorte de poteau noir finalement. Et voilà, donc c'est quelque chose qui va être très important à négocier selon moi. Mais voilà, on va voir comment la situation météo évolue, peut-être que finalement ça va se dégager et qu'il y aura un gros bord de travers à faire et que ce sera très bien. Mais bon, comme j'ai un peu de retard, vaut mieux que ce soit un scénario catastrophique niveau fichier météo, comme ça je pourrais peut-être tirer mon épingle du jeu, alors que là j'ai l'impression que ce sera très compliqué pour moi de revenir en tête de la course. Surtout que j'ai toujours pas d'option, toujours pas de point de programmation, donc c'est compliqué. Voilà, donc je vous propose de lancer un petit routage sur ICL4VR pour voir ce qu'il propose évidemment. Et voilà, donc maintenant on regarde le routage en classe 40 et là je trouve vraiment qu'il y a matière à discuter. Et il me fait passer évidemment par une route très directe, donc peu de distance à faire, mais quand je vois les isochrones, alors si vous savez pas ce que c'est l'isochrones, n'hésitez pas à me le demander en commentaire ou aller voir mes autres vidéos, j'explique ce que c'est. Mais en fait on voit vraiment que sur les côtés on peut essayer de gratter pas mal de vitesse, donc là ça va vraiment être compliqué. Je pense vraiment qu'il faut s'approcher de la zone et un petit peu improviser parce que il va y avoir beaucoup d'options possibles. Enfin vraiment voilà, ça m'assure pas. Voilà Moussaillon, c'est la fin du résumé des 3 premiers jours de la route du Rhum. Le prochain résumé aura lieu à l'arrivée des ultimes, donc on en profitera pour raconter évidemment tout ce qui s'est passé sur les autres classes, il n'y a pas de problème. Alors évidemment la route du Rhum c'est une course gigantesque, donc j'essaie vraiment de rester synthétique et donc j'essaie de rester focalisé sur l'essentiel. J'espère que ça vous a plu. D'ailleurs pour le prochain épisode j'aimerais bien aussi faire un petit condensé des vacations des e-skippers, donc n'hésitez pas à m'envoyer une vidéo sur le mail qui s'affiche là juste en dessous. Voilà, une petite vidéo, vous me racontez vos émotions, vos stratégies, voilà, assez rapidement, vous me faites sinon des petites blagues, je sais pas quoi. Voilà, donc vous m'envoyez une petite vidéo très courte et voilà, j'essaierai de faire un petit condensé d'une minute avec toutes les vidéos que vous m'enverrez si jamais j'ai assez de matière. Voilà, donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce bleu, et sur ce je vous souhaite à tous un très beau vent, à très bientôt, ciao ciao.